il y a bien évidemment un gros passage au Glory qui est historiquement très important, c'est ta chance pour le titre face à Cédric Ah Doumbé. ouais, wow, tu me Bah fais oui. peur. Je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Non, 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 ta chance pour Ouais, le j'ai titre zappé ça. face à Cédric Doumbé. Ouais. Est-ce que tu as eu des échos de l'histoire qu'il avait dit, comme quoi il était allé à un gala à Meaux, il y avait des gens de ta ville qui étaient allés, etc. Est-ce que tu peux nous raconter ton point de vue à toi? Ce qu'il oublie de dire, c'est que moi, à ce moment-là, j'ai dit à mon entourage de ne pas le toucher. C'est nécessaire de le rappeler aussi, mais ton père est décédé il y a de ça 2 semaines. Est-ce que tu aurais un message à lui adresser là d'où il te regarde? Bah ouais, le message, je lui ai dit. Hein. Je lui ai dit, quand c'était la fin, je lui ai remercié. Hein. Je lui ai dit merci pour tout ce que tu as fait. Hein. Parce que si j'ai fait tout ça, c'est grâce à lui. Et ouais. Jusqu'à aujourd'hui, bah, il m'aide toujours. Hein. Il m'aide toujours pour mes entraînements. À chaque fois qu'il y a des difficultés, eh ben, ça te motive ouais, ça me motive et sincèrement, ça me rend plus fort. Et là, il m'a donné encore une grosse force. Ça, c'est sûr et certain. Donc on le rappelle, tu combats bientôt au Kingdom Fighting. Je combats au Kingdom. Il y a des gens qui pensaient que j'allais arrêter le combat, ce qui serait normalement, entre guillemets, logique. Parce que tu as 43 ans. Là. Voilà, 43 ans. Donc non, bah, non, ça m'a poussé à m'entraîner 2 fois plus. Ça m'a rajouté une énergie, ça m'a rajouté beaucoup de choses. Et ce combat-là, je vais le faire pour lui. Avant que la vidéo commence, on souhaitait vous parler de notre partenaire Chaination. Chaination est une marque française qui propose une large gamme de bijoux, que ce soit des bagues, des bracelets et des chaînes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et tu pourras forcément t'y retrouver, puisqu'il y a des pièces discrètes comme des pièces beaucoup plus drip, que pourraient porter des combattants comme Israel Adesanya, Sean O'Malley ou encore Tyrone Woodley. En ce moment, tu peux aussi précommander un pendentif exclusif réalisé en partenariat avec le combattant français de l'UFC, Morgan Charrière. Si tu veux toi aussi créer tes propres bijoux sur mesure, c'est possible puisqu'ils ont un service qui y est dédié. Si tu commandes dans la collection Essential, tu auras un bijou offert pour un bijou acheté. On tient à préciser que leurs pièces sont de très grande qualité et surtout garanties à vie. Leur service client est aussi irréprochable, noté 4,7 sur 5 sur Trustpilot avec plus de 1800 avis. La livraison est gratuite et tes produits arriveront entre 2 et 3 jours. Si tu habites en dehors de la France, pas de souci puisqu'ils livrent aussi à l'international. Donc si tu souhaites faire un cadeau à tes proches ou à toi-même, franchement n'hésite pas, on te laisse le lien de leur site internet en description. Bonjour à toutes et à tous, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous sommes aujourd'hui avec Karim Gadji. Donc bonjour à toi Karim, tout d'abord. Bonjour et bienvenue chez moi, chez Fantastic Armada. Comme vous le voyez, nous sommes à la Fantastic Armada, donc à Meaux. C'est ça. D'ailleurs, merci à toi Karim d'être venu nous chercher parce qu'on s'était trompé d'adresse. Faites attention si vous essayez de venir sur Google Maps. C'est bien un mot et non à... À La Ferté-sous-Jouarre. La Ferté-sous-Jouarre, c'est ça. Faire très attention, ouais. Donc Karim, je vais te présenter si tu le veux bien. Ok. Donc tu es un ancien breaker, toujours, je ne sais pas, mais en tout cas tu as fait du breakdance par le passé. C'est ça. Tu es de l'équipe Fantastic Armada. Tu es aussi connu pour ta carrière en kickboxing, ancien challenger au titre du Glory, 12 fois champion ISCA et 2 fois champion du Bellator, parce que oui, à l'époque, le Bellator faisait du kickboxing, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cumulant pas moins de 119 combats pour 103 victoires, dont 53 par KO et un match nul. C'est bien ça? C'est ça, oui. Des choses à rajouter, Karim, dans ta présentation? Ouais, c'est 13 fois ISK déjà, c'est pas 12. Pardon. T'étais 15 fois du coup maintenant? Ouais, c'est 15, ouais. Ok, pas 14. 15 fois et ouais, je suis content Déjà, merci pour cette présentation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail derrière et beaucoup d'investissement et je le répète, hein, j'étais très motivé à mes débuts et voilà le résultat, donc voilà. Avant de commencer cette interview, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à suivre également Karim sur les réseaux sociaux, à lui donner de la force parce qu'il le mérite en tout cas. Merci. Et merci encore une fois Karim pour cette interview. En 2010, tu effectues un combat de pancrace qui est comptabilisé aujourd'hui dans ton palmarès MMA. Mais c'est finalement 8 ans plus tard que tu sauteras le pas. Aujourd'hui, à 43 ans, tu effectues ton 8e combat dans cette discipline le 8 juin au Kingdom Fighting, donc dans une semaine. Je voulais aussi rajouter quelque chose, c'est le fait que tu acceptes cette interview, alors que comme tu nous l'as rappelé, je pense que les gens, c'est nécessaire de le rappeler aussi, mais ton père est décédé il y a de ça 2 semaines.
si je ne me trompe pas, mais en tout cas... Combien? Oh non, j'étais en train de penser à... Ouais, c'était le 13 mai. Ouais. Le 13 mai. Donc 13 mai. déjà, merci Karim d'accepter cette interview dans ces conditions. Je voudrais attaquer justement sur ça, sur ta vie de famille. Commencer par le début de ton enfance, on va dire. Quelle était ta relation avec justement ta famille? Là, on peut voir qu'il y a tes frères qui sont présents. Quelle était ta relation tout simplement avec ta famille Nous, on était très soudés. Très soudés. On faisait tout ensemble. Hein. On se bagarrait, on rigolait, on jouait, on faisait tout. Et sincèrement, on avait beaucoup de respect envers les parents. Et on était beaucoup à l'écoute. En tout cas, on était, je le répète, très soudés. On était une bonne famille qui était à l'écoute des parents. On avait déjà le respect. Le respect, et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on a pu, nous tous, dans nos domaines, pu réussir. Donc on a eu des bonnes bases. Est-ce que tu pourrais rappeler ce que font tes frères dans leur vie? Alors, j'ai un grand frère qui est au Canada, qui est ingénieur en informatique, qui fait quelque chose que j'ai jamais su, mais c'est tellement compliqué de l'expliquer, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il fait quelque chose de lourd. Et j'ai mon frère Khalid qui est cascadeur professionnel aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans, il fait des films de fou là-bas. Et j'ai mon frère Nono qui est pompier professionnel, qui est adjudant, lieutenant, c'est quoi? Il est sergent-chef. Et quand on le voit, il vient à la maison, on est obligé de faire ça pour lui dire bonjour. Est-ce que tu avais justement une relation particulière avec ton père? Et qu'est-ce qu'il représentait pour toi? Si je suis dans les sports de combat, c'est grâce à lui. Hein. C'est grâce à lui parce que quand on était plus jeune, vraiment des bébés, on regardait Bruce Lee et Jackie Chan, les films de Bruce Lee et Jackie Chan. Je ne sais pas si... Oui, je connais quand même. Donc on avait ça en nous, malgré nous. Hein. On n'était pas forcément des combattants ou autres. Mais à force de regarder, on a voulu recopier tout ça. Et on recopiait ça dans le salon, en se battant entre nous avec les frères. et voilà, en tout cas, il nous a guidés. Et je le répète encore une fois, le respect, ça vient du père. Hein. Il nous a bien éduqués, il nous a bien informé des choses. Que quand il y avait des complications, il faut le faire sereinement, il faut être concentré et pas s'éparpiller. Je me rappelle, il disait toujours, s'il y a quelqu'un qui vous embête dans la vie ou à l'école, il faut lui expliquer les choses. Et s'il ne comprend pas, il faut l'exploser. Ouais. Non, j'avais une histoire qui m'a marqué. J'étais avec mon frère Nourdine. Mon père il nous avait amenés dans un club de foot. Parce qu'au départ, après, on s'intéressait un petit peu au foot. Et on voulait devenir des grands footballeurs, intégrer des grosses équipes, etc. On voyait grand. Et avec mon frère, mon père nous a amenés dans un club pour nous inscrire. Et ça s'est très très mal passé en fait. On est tombé sur une personne qui était un petit peu ivre et qui a manqué de respect à mon père, en fait. Mais normal. Hein. Et nous, on était tout petits à côté de lui, en train de... Déjà, on essayait de trouver des solutions et dire « Mais non, mais c'est pas grave, c'est un mec bourré, mais c'est pas grave, papa. » Et mon père, à ce moment-là, il a dit hey, « On sort de là. » Il nous a amenés au karaté. Et du karaté, après... Et le karaté, on ne voulait pas le faire. Hein. Ah bon? Tu te rappelles quand on pleurait? On pleurait, on ne voulait pas. Et non, il nous a mis au karaté les 4 frères. J'avais déjà mon grand frère qui était déjà ceinture noire. Il a combien d'années de plus que toi? Le grand frère, il a 5 ans. 5 ans et il était déjà ceinture noire. Donc c'est pour ça que mon père nous a orientés vers là. Il s'est dit, bon, au moins là, voilà, ça va marcher. Ouais. Et après, au fil du temps, on a commencé à s'intéresser au karaté et ça devenait de plus en plus sérieux. On avait envie de gagner des grosses compétitions et c'est de là que tout est parti en fait. T'avais quel âge à ce moment-là? Ouais, 11 ans. Ouais. Okay. Donc au final, les sports de combat, t'as pas vraiment commencé à... En fait,
Mais quand on est dans la discipline, c'est là qu'on se rend compte de la différence entre le karaté et les sports de combat, comme le kickboxing. Moi, quand je suis arrivé dans le kickboxing, j'avais ma garde de karaté comme ça, je prenais tout dans la tête. Ouais. Pam, 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 mais j'avais des narines comme ça. Et après, déjà, quand ça s'est passé comme ça, je me suis dit, bon, faut que j'arrive à comprendre comment se protéger pour éviter de prendre des coups. C'est ça qui m'a intéressé déjà quand j'ai commencé le kickboxing. Ouais. Mais quand on est dans ces disciplines, on voit la différence. Certes, le karaté m'a aidé parce que j'avais un certain mental, une certaine base. J'avais une certaine explosivité parce qu'au karaté comité, on est là, pom, on démarre, mais c'est que à la touche. Le but, c'est que de toucher. Il n'y a pas de contact comme... au Kyokushinkai. Voilà, exactement, ça n'a rien à voir. Justement, pour revenir sur la relation que tu avais avec ton père, quelle est la plus grande vertu qu'il t'a enseignée? Mon père, il rigolait tout le temps, toujours il nous faisait rire. Mais sincèrement, c'est un blagueur. Ouais, c'est un blagueur et on savait que, juste en le regardant, on rigolait d'avance parce qu'on savait qu'il allait nous faire rire. Mais tout ce qu'il va dire, franchement, ça c'est un truc qu'on n'oubliera jamais. Hein. Mais surtout, ce qu'il m'a appris, ce qu'il a appris à tous mes frères et sœurs, c'est que c'est là que j'arrive à revendiquer ça, c'est de respecter son adversaire, respecter son partenaire, respecter son prochain, excuse-moi, voilà, tu as bien dit. Respecter les gens, être simple et de temps en temps faire des petites blagues pour détendre l'atmosphère dans ce monde-là. Est-ce que tu aurais un message à lui adresser là d'où il te regarde? Bah ouais, le message, je lui ai dit. Hein. Je lui ai dit, quand c'était la fin, je lui ai remercié. Hein. Je lui ai dit merci pour tout ce que tu as fait. Hein. Parce que si j'ai fait tout ça, c'est grâce à lui. Et ouais. Jusqu'à aujourd'hui, bah, il m'aide toujours. Hein. Il m'aide toujours pour mes entraînements. À chaque fois qu'il y a des difficultés, eh ben, ça te motive. Ouais, ça me motive et sincèrement, ça me rend plus fort. Et là, il m'a donné encore une grosse force. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on le rappelle, tu combats bientôt au Kingdom Fighting. Je combats au Kingdom. Il y a des gens qui pensaient que j'allais arrêter le combat, ce qui serait normalement, entre guillemets, logique. Parce que tu as 43 ans. Là. Voilà, 43 ans. Donc, non, ça m'a poussé à m'entraîner 2 fois plus. Ça m'a rajouté une énergie, ça m'a rajouté beaucoup de choses. Et ce combat-là, je vais faire pour lui. Maintenant, j'aimerais revenir plus en détail sur ton enfance. Donc, tu es d'origine marocaine. Tu nais le 16 janvier 1981 à Meaux, si je ne me trompe pas, ou tu n'es pas à Meaux? Non, à Colombes. C'est ça, tu nais à Colombes. Je suis né à Colombes, ouais. Je suis arrivé ici vers 6-7 ans, je me rappelle, parce que je suis arrivé au CP avec mon frère. On s'est retrouvés dans la même classe. Après, lui, il a redoublé. Je suis passé au C1. Après, moi, j'ai redoublé à C1 et lui, il m'a rejoint. Vous avez pas beaucoup d'années d'écart, alors? On a 9 mois. 9 mois, ok. 9 mois d'écart, ouais. Donc, est-ce que tu peux nous raconter les conditions dans lesquelles tu as grandi, justement, à Colombes et après à ton arrivée plus tard Donc, quand on était tout jeune, tout petit à Colombes, après Gennevilliers et Clichy, c'était vraiment l'anarchie là-bas. Il y avait beaucoup de complications, beaucoup de soucis. Dans la rue, c'était la misère et les gens... déjà, j'avais une image, je le dis, hein, je ne l'ai jamais dit en public, je vais te le dire. Mon père, il nous avait dit quand on était petit, on passait à chaque fois qu'on allait à l'école, on passait devant des bâtiments sombres avec des mecs de Tess hein, qui faisaient leurs affaires. Il disait, ne vous arrêtez jamais devant ces bâtiments-là, il y a des loups. Et je te promets, parce qu'aujourd'hui, je crois encore qu'il y a des loups. Il a bien fait parce que toute notre enfance,
on passait à côté et avec mes frères, Vous traciez. on traçait, on accélérait, on s'est dit, ah, si le loup nous attrape, c'est fini. Et en fait, pourquoi on a fini par vivre ici à Meaux? Eh ben, il s'est dit qu'on avait donc 4 frères, 2 sœurs. Il s'est dit, si jamais il reste ici, c'est sûr et certain qu'on finira mal. Je pense que si on serait là-bas, ce serait chaud pour nous ou pas? Merci beaucoup. C'est sûr, pourquoi? L'énergie que je mets dans les sports de combat, je l'aurais mis autre part. Et là, j'aurais fini mal, ça c'est sûr. Donc voilà, le choix stratégique et le choix d'avenir qu'a fait mon père et ma mère, hein, c'était de nous faire vivre autre part, dans un endroit calme, à la campagne, dans le 77, à Meaux. Quand j'ai évoqué le mot enfance, quel est le premier souvenir qui t'est venu à l'esprit? Sans tricher, hein, Karim. Est-ce que tu as un souvenir particulier qui te revient de ton enfance? Franchement, il faut que je cherche, parce que comme je suis un dinosaure, j'ai 43 ans, il faut que je remonte. Le premier souvenir qui t'est venu à l'esprit? Honnêtement, quand tu penses à ton enfance. Bah là, tu m'as évoqué les loups, etc. Oui, ça c'est un truc de fou, là, j'ai encore peur à des loups. Non, franchement... Pas de souvenir particulier qui t'ait marqué, quelque chose qui t'est... Non, sincèrement, j'arrive pas... C'est trop loin. T'en as vécu beaucoup des choses aussi. Ouais, j'ai vécu beaucoup de choses, mais là, j'essaie de revenir à mon enfance. C'est quoi, 6 ans, 7 ans, 10 ans, c'est ça? Mais j'ai rien. J'ai rien parce que mes parents ont tout fait pour qu'on ait la vie simple, même si c'était pas évident. Ils se sont battus pour nous. Ça, par contre, je me rappelle très bien qu'ils se battaient pour nous. Et nous, de notre côté, on voulait tout faire pour les rendre fiers. Ah, c'était notre projet. Que ce soit l'école, et après, c'était les sports. On voulait jusqu'à la fin, voilà, je suis fier de toi. Et c'est ça qui nous motivait, en fait. Au niveau scolaire, comment ça s'est passé pour toi? On va dire normal, hein. J'ai été jusqu'au bac. Ok. Bac quoi? Bac STT, je sais pas si ça existe toujours. Ça me dirait en tout cas. Action, communication commerciale. Ok. C'était ça. Il y avait un autre truc avant, mais je me rappelle plus c'est quoi. Bac pro du coup? Non, pas bac pro. Ah ouais? Ouais, bac général. Ah ouais? Ouais. Ok. Voilà. Je connaissais pas. Il m'a fait pour un fou. Et non, déjà... Technologique, peut-être une filière. C'était... Il y avait tertiaire. Parce qu'avant, tu n'avais pas les trucs S, ES. Si. Si, tu avais. Si, bac général. Moi, j'étais juste là à Jean Villard, lycée Jean Villard. Il y avait le lycée... comment on appelle de quoi Coubertin, comment on appelle? Lycée professionnel. Ouais. Oui, lycée professionnel et lycée général. Là, tu étais au lycée général. Lycée général. Okay. Et je me rappelle, quand j'ai passé le bac, j'avais 2 épreuves à faire. Mais je le dis maintenant, là, on peut dire la vérité ou on cache? Toute la vérité avec la vérité, quand même. Il y avait 2 épreuves à terminer. Il y avait, je crois que c'était philo et je sais pas quoi. Et ces 2 épreuves, j'étais en Hollande, faire l'IBE. L'IBE, c'est l'une des plus grosses compétitions de breakdance. Et à ce moment-là, j'étais passionné de break, j'étais à fond. Et du coup, ces 2 épreuves-là, j'étais là-bas, faire le battle. Bon, on a gagné, on était contents. On avait fait des 2 contre 2, après on avait fait en équipe, c'était super. Si tu as les images, on n'hésitera pas à les remettre en tout cas. Tout est en noir et blanc à ce moment-là, c'était il y a 1000 ans. Et après, je suis rentré, j'ai rien dit à mes parents. Et j'étais obligé de mentir. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faudra jamais faire. Et après, j'étais au résultat du bac. J'étais comme si rien n'était. Il est où mon nom? J'étais comme ça. Oh là là, il n'y a pas mon nom. Peut-être que je vais au rattrapage. J'ai mitonné, mais en fait, j'étais tellement passionné que je voulais tout faire. Mais des fois, même les études, c'est très, très important. J'ai fait toutes les autres épreuves et là, il me manquait 2 épreuves et j'ai pas assumé. Après, je me suis inscrit, pas en rattrapage, mais l'année d'après, en candidat libre. Et j'ai pas assumé parce qu'après, je suis parti à fond dans le break. Dans le break, mais à fond, de chez fond, et puis voilà. À cette époque, qu'est-ce que tu voulais faire? Franchement, à cette époque, je faisais du breakdance à fond. J'étais très content et très fier, mais je savais pas ce que je voulais faire.
Tu faisais sincèrement. Ça, ouais, tu vivais au jour le jour. On va dire. Franchement. Et quand j'étais petit, les professeurs, à ce moment-là, ils disaient « Allez, qu'est-ce que vous allez faire plus tard ?» On avait 12-13 ans. Non, c'est impossible de savoir. Mais eux, non, marqué sur un papier. Et je l'ai dit récemment, j'ai fait des conférences récemment, et c'était il y a 2-3 jours. Et je vous le répète aujourd'hui. Je me rappelle, j'avais écrit architecte. Ça, tu sais, ça sonnait bien. Mais même moi, je voulais faire architecte. Je te jure, ça. Mais quand j'entendais architecte, pour moi, tu sais, j'avais peur. Waouh, c'est trop bien ça. Et moi, je mettais architecte. Après, je faisais une pause, genre, je me la racontais. Mais en fait, je ne savais même pas c'était quoi architecte. D'ailleurs, j'ai une de mes sœurs qui est à fond et qui va passer son diplôme d'architecture. Ah ouais, carrément. Ouais. Du coup, elle a volé mon idée. Moi aussi, je voulais faire architecte parce que j'aimais le dessin et dès que j'avais vu qu'il y avait des maths, j'ai dit « Ah, c'est pas pour moi ». J'aimerais maintenant te demander si tu n'avais pas de rêve, tu m'as dit, mais est-ce que tu as accompli tout ce que tu voulais faire de ta vie? Je pense pas. Je crois que c'est par palier. Chaque 10 ans, il y a des projets en cours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai réfléchi et ce que j'ai voulu faire dans les sports de combat, j'ai réussi. Bah, pour moi, je peux cocher, valider, pim, pim. Donc, je suis très content parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut peut-être 2 vies pour faire ce que j'ai fait très tardivement, à 26 ans. Mais j'ai réussi, pourquoi? Parce que j'avais la détermination et j'avais l'envie. Et puis voilà, j'ai foncé tête baissée. Et là, maintenant, il y a le MMA qui vient. Donc là, je suis en MMA, je kiffe, hein, je suis là, je m'épanouis, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est autre chose, c'est un autre monde. Hein. Déjà, du karaté au kickboxing, c'est un autre monde. Et là, du kickboxing au MMA, c'est encore, je pense, pire. Mais vraiment pire. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de techniques à travailler. En bas, au milieu, en haut, je pense connaître un peu, mais c'est différent. Le striking qu'on connaît déjà en kickboxing et en MMA, c'est différent. Même par rapport à la garde, c'est bien sûr. Donc il faut tout remodeler, il faut tout modifier et adapter. Et c'est ce que je continue à faire, même si je continue à commencer tard, mais c'est pas grave, je kiffe. Je kiffe et je continue comme ça. Tu t'adaptes très rapidement. Je m'adapte parce que, comme je le répète, quand on kiffe quelque chose, eh ben, on s'intéresse vraiment. Et on se prend la tête à apprendre vraiment étape par étape, à comprendre la formule pour pouvoir après perfectionner. Et c'est ce que je fais dans chaque discipline. Donc voilà, je continue la même méthode. Tu ne l'as pas rappelé, mais tu es aussi devenu père de famille. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Bah, ça a changé beaucoup de choses parce que moi, ce que je fais aussi, c'est pour les enfants. Hein. Les enfants sont fiers. Donc déjà, moi, je voulais rendre fiers mes parents à chaque fois. Et moi, je veux rendre fiers mes enfants pour que mes enfants puissent dire « Ouais, regardez, mon père, il a fait ça, il est ceci, il est champion de... » Et moi, je suis content. En tout cas, il ne faut pas croire qu'on a l'image de dès qu'on a des enfants, on prend du poids et ça, et la vie s'arrête. Ouais. Non, au contraire. Ça m'a mis une pêche, ça m'a rajouté une puissance. Et d'ailleurs, j'ai presque commencé ma carrière quand j'ai eu mon premier... En MMA, tu parles ou en kickboxing, ta carrière? Non, en kickboxing, pardon. Non, en MMA, là, ils ont... Il y en a qui a 15 ans, l'autre qui a 13 ans. Donc, donc ça fait un moment quand même. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de la création de la Fantastic Armada, justement? Alors, Fantastic Armada, à la base, c'est un groupe de danse qui ont fait des battles dans la France, dans le monde entier, des spectacles, des shows, des comédies musicales. Des comédies musicales aussi? Bien sûr. Ah ouais. Les 10 commandements, Roméo et Juliette. On était en Corée. J'ai fait là-bas pendant un mois, Corée du Sud. Incroyable. Et c'était bien, une belle expérience, hein, franchement. Et même après, financièrement, sincèrement, c'est très, très intéressant. De faire des comédies musicales? Bien sûr. Okay. Ça n'a rien à voir avec les battles. C'est un autre monde. Et je pense que en tant que danseur, il faut jongler entre les deux. Il ne faut pas s'arrêter à « non, moi je suis un pur breaker ».
Moi, je suis un pur breaker. Non, ça, c'était dans les années twist. Ça, c'est fini. Maintenant, tout le monde est ouvert, tout le monde est polyvalent, tout le monde danse un peu partout. Et de la danse, de Fantastic Armada, on s'est tous un peu étalés dans les sports de combat. Moi, j'ai choisi le kickboxing. Il y a Halal qui a choisi le jiu-jitsu brésilien. Il y en a beaucoup d'autres. Yves Landu, lui, MMA direct. Ouais. MMA direct. Et sincèrement, quand je dis que la danse nous a beaucoup aidés, il y a beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de preuves. Et on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de danseurs qui ont appris rapidement les techniques pour exceller dans leur domaine. Et maintenant, Fantastic Armada, c'est quoi? C'est un club de sport où on enseigne le breakdance et les sports de combat, MMA, grappling, JJB, kickboxing, tous nos passions. Tout ce que nous, on a appris maintenant, on le partage. Et ça fait 10 ans que ça dure. Est-ce que justement, tu pourrais nous parler de cette époque? Pourquoi tu as commencé le break? Également nous parler du mouvement hip-hop, parce qu'à l'époque, c'était ça, c'était vraiment un mouvement hip-hop qu'on ne retrouve plus trop aujourd'hui. Le rap, certes, reste, mais on ne parle plus trop que du graphe, du break, de tout ce mouvement-là, en fait. Moi, je me rappelle parce qu'il y avait mon frère, Nourdine, on était ensemble, on regardait le clip NTM. Tout n'est pas si facile de... Voilà, merci beaucoup. Ouais. T'as 40 ans, toi, t'as pas cet âge, c'est quoi ça? Comme je t'ai dit, c'est l'éducation de mon père. Écoute, c'est mon père qui m'a enseigné. Ça, c'est il n'y avait pas beaucoup de grands rappeurs à ce moment-là, et NTM, à cette période, c'était avec Ayam, mais il n'y avait pas beaucoup. Hein. C'était, voilà. Et donc, on a eu la chance de regarder, comme ça, on était plaqués, on regardait le clip. Tout n'est pas si facile. On était dans le salon. On était dans le salon, on regardait comme ça, et on a vu un mec faire le cheval d'arceau jambes serrées. Donc c'est tourner les pieds, la même chose qu'à la gymnastique. Et il était que sur les mains. Et on se dit comment c'est possible de faire ça. À ce moment-là, ça passait sur M6. Donc nous, on se mettait devant la télé et on attendait que ça passe. Des fois, on attendait toute la journée parce que ça passait en boucle. Les clips, ouais. Voilà, et il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas YouTube où tu pouvais mettre. Non, c'était pas à ce moment-là. Et d'ailleurs, YouTube, il est arrivé juste après. Et nous, on voyait ces mouvements-là, on s'est dit, comment, humainement, on peut faire ça? C'est pas possible. Et sincèrement, ça nous a choqués. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on a poussé la table. Les parents, qu'est-ce que vous faites? Non, c'est juste, t'inquiète. Et là, boum. Et on essayait. On s'arrachait au sol. On s'arrachait. Et sincèrement, c'est à partir de là qu'on a commencé le breakdance. Et dès le début, il y a eu la création de Fantastic Armada. Comment ça s'est passé en fait? En fait, moi, je me suis entraîné avec mon frère dans mon autre coin. Avec un autre frère aussi, Khalid, on était trois, on s'entraînait. Et après, on avait besoin d'un sol et pas arracher le tapis du salon à chaque fois. Donc, on allait dehors dans des galeries. Il y avait un emplacement qu'on appelait La Verrière. Et c'était une galerie où il y avait du carrelage qui glisse, tout ça. On a commencé à s'entraîner là-bas. Et on a rencontré d'autres personnes qui s'entraînaient aussi, qui avaient la même mission que nous, juste de s'entraîner. Ouais. Bonjour, ça va? Comment tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Vous faites quoi? On s'entraîne? Ok, on peut s'entraîner avec vous? Bon, venez, on s'entraîne ensemble. On s'est entraîné ensemble. Et c'est là que tout est parti Fantastic Armada. Avec ces mêmes personnes-là qui étaient présentes, on a créé notre groupe. On s'est dit, venez, on peut faire des battles ensemble. On ne sait jamais, ça peut marcher, tout ça. Toi, tu sais faire ça, toi, tu sais faire ça. Chacun avait sa spécialité. Après, on a commencé à s'entraîner dans un local. Il y avait Rodrigue Kiboulou qui avait un local, 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Ah ouais. Et on avait cette chance d'avoir cette salle-là et on s'entraînait ensemble tous les jours. Tous les jours, on s'entraînait. Et après, on s'est plaqués tous. À la fin de l'entraînement, on s'entraînait 3-4 heures. Mais c'est sincère, même voire plus. Et après, on s'asseyait, on s'amusait à se gazer à chaque fois. À chaque fois qu'on finissait l'entraînement, on rigolait, on se gazait. Regarde lui, il a la tête, regarde lui, Et on s'est posé, on s'est dit, venez, on trouve un nom de groupe, là. Comme ça, on fait les battles, on va faire des battles, on va essayer d'aller dans toute la France, tout. Et on s'est appelé Fantastic Armada. C'est venu d'où ce nom? Parce que les gens nous voyaient nous entraîner tout le temps, tous les jours. Et sincèrement, ils pensaient qu'on était fous, en fait.
parce qu'on passait notre temps à nous entraîner. Et il trouvait ça fantastique. Et à ce moment-là, Ça fantastique. À ce moment-là, on faisait beaucoup de musculation. Tous. Et tu sais ce qu'on faisait à ce moment-là? Ou vraiment musculation? Non, musculation, développé couché. Ah bah excuse-moi, on faisait que du développé couché. Il n'y a pas du dos, dips, tout ça. Développé couché. Et qu'est-ce qu'on faisait à chaque fois? On faisait la muscule. Après, on sortait torsionné, on marchait dans la rue comme ça. Et les gens, et naturellement, ça, c'était où? C'était à Meaux? C'était à Meaux. Okay. Toujours à Meaux. Tout se passe à Meaux. Et voilà, de fantastique armada est né, en fait, par rapport à notre image. Donc, c'est resté, ça fait 25 ans, je crois. Avant de passer à ta carrière dans les sports de combat, j'aimerais savoir quel est ton meilleur souvenir en break? Alors, c'est d'avoir fait la Coupe du Monde en 2001 au Zénith. Et pourquoi c'est mon meilleur souvenir? Parce que je me retrouve dans... On a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Je vais dans les coulisses. C'était réservé aux breakers. Et les artistes, il y avait des artistes à ce moment-là. Et moi, j'avais pris un Coca-Cola. Dans le temps, je buvais de Coca-Cola. Là, j'ai arrêté. Hein. Mais dans le temps, le Coca-Cola, pour moi, c'était de l'eau. Je prends une bouteille d'eau, une bouteille de Coca-Cola, je verse dans un verre. Il y a qui me dit hey, excuse-moi, il y a moyen de taper dans ton Coca? Cool Chain. Ah ouais, l'image magnifique. Cool Chain. Et moi, je me tourne. Cool Chain qui fait partie du groupe NTM pour ceux qui n'ont pas suivi. Je suis resté comme ça. J'ai dit, mais attends, c'est une caméra cachée, quoi. Mais il m'a dit comme ça, il y a moyen de taper dans. On dirait il rappait pendant qu'il parlait. Il y a moyen de taper dans ton Coca. J'allais stresser, j'allais le renverser. Ouais, tiens, pas de souci. Oh, comment j'étais choqué. Et comme quoi, voilà, c'était un signe. Et lui, il ne sait pas, en fait, que c'est grâce à... Tu lui as pas dit? Non, à ce moment-là, je ne parlais pas français. Et il ne sait pas, en fait, que c'est grâce à lui que tout est parti, en fait. Parce que tout vient de la danse. Là, Fantastique Armada, les combats, etc. Ça vient de là, juste en regardant. Grâce au clip. Ouais, tout n'est pas si facile. Voilà. Ça se trouve, ta vie, elle aurait complètement changé si tu n'avais pas vu ce clip. Non, mais c'est vrai. Ouais. Elle aurait pris un autre tournant. On aurait pu voir les Feux de l'amour ou... Non, d'ailleurs, on regardait les Feux de l'amour. Parce que ma mère regardait tout le temps, on était coincés, on regardait les Feux de l'amour des fois. Je suis mort. Quelle est ta relation avec Yves Landu? Parce que c'est l'une des personnes qui représente le mieux la Fantastique Armada. On l'a vu lors de son dernier combat au Bellator, il a même tapé un saut carpé en faisant une sorte de backfist. J'étais à côté. T'étais juste à côté, t'étais là? J'étais dans son coin. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe, pas du tout fait gaffe. Avertissement, s'il vous plaît. Non, alors moi, ma relation avec lui, c'est vraiment mon petit frère. Parce que je t'ai même pas croisé là-bas, moi j'y étais. Ouais, bah, moi, c'était rapide, hein, tac, 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 après j'ai tracé direct. Okay. Mais sincèrement, c'est déjà une fierté, parce que je me rappelle quand on avait créé Fantastique Armada, lui c'était le plus petit. C'était le plus petit. Et nous on avait notre crew, on était entre grands. Et lui, il sortait du lot en fait. Il sortait grave du lot avec son énergie. Et je me rappelle un jour, il s'en souvient, on avait été avec Rodé Kibulou, qui avait mon âge. On était, voilà, en tant que grand, on a été le voir. On a fait comme les sélectionneurs de foot. Il faut qu'on te parle, Yves. Vas-y, assieds-toi. Est-ce que ça te dirait d'intégrer Fantastique Armada? Et Yves était content. Bien sûr, tout ça. Il était fier. Putain, le mec, il s'entraînait matin, midi, soir. Une boule d'énergie. Et depuis ce jour-là, c'est notre frère. Mais sincèrement. C'est un mec, je crois que c'est... Déjà, moi, je suis le plus gentil de la Terre. Et je crois que ça se tape avec lui. Ouais. Le mec, il a des problèmes avec personne. C'est clair, c'est une crème. Même si quelqu'un n'est pas content de lui, que lui n'est pas content de quelqu'un, il ne va pas le montrer. Il ne va pas le montrer. Et le résultat, c'est que maintenant, tout ce qu'il fait en MMA, c'est, moi, je ne suis pas choqué parce que je l'ai toujours dit. Il y a des vidéos, il y a des interviews que j'ai faites sur lui. J'ai dit, lui, à la base, lui, il finit à l'UFC. Là, il a fini au Bellator. Bon. Pour moi, c'est pareil parce qu'il mérite sa place dans les plus grosses organisations. Il a commencé tard, lui aussi. Il a commencé tard, mais c'est un surdoué. C'est quelqu'un qui apprend très vite. Mais il aurait pu signer à l'UFC, mais je pense que c'est son âge qui le freine, en soi, parce qu'il a énormément de victoires. Là. Il a, je ne sais pas combien de victoires d'affilée. Il enchaîne les victoires. Et à chaque fois, il propose des spectacles en plus. Ouais. C'est-à-dire, il y a tout dans le lot. Et ouais, il mérite beaucoup plus. D'ailleurs, là, normalement, il va
Il va faire un bon projet au Bellator. Peut-être un combat pour la ceinture, on lui souhaite. Ouais, voilà, il mérite. Hein. C'est clair. Comment tu as switché justement vers le kickboxing? Qu'est-ce qui t'a fait passer du break au kick en fait? Alors je vais le raconter encore une fois. Ouais, vous allez rire. Non, mais vous allez rire parce que c'est que du hasard. Ouais. Que du hasard. Moi, j'entraînais en breakdance un jeune. Ah oui, je l'ai entendu. Des fois, je me trompe. Je me suis trompé, je crois, la dernière fois. J'ai dit le père, mais non, c'est l'oncle. J'ai bafouillé dans ce truc-là. C'est qu'en fait, concrètement, c'est l'oncle du petit. J'entraînais le petit en breakdance. Et le petit, il me disait, ouais, j'ai mon oncle, il est champion, il est ceci, il est cela. En kick? En kickboxing. Et il savait que moi, je faisais du karaté. Donc il s'est dit, parce que même quand je donnais mes cours de breakdance, souvent je faisais du shadow, je faisais des coups-pieds, donc il savait très bien que j'avais des capacités. Il s'est dit un jour, vas-y, tu devrais venir voir mon oncle, il donne des cours à côté. Et à chaque fois, je disais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, que des t'inquiète pendant longtemps. Et un jour, j'ai eu l'occasion, je me suis dit, bon, bah, j'ai le temps, c'est sur la route, allez, j'y vais. J'ai pris mes affaires, je suis parti, j'ai fait un entraînement et c'est fini. Depuis cet entraînement-là, sincèrement, j'ai fait un entraînement, j'ai dit ça y est, je vais faire du kickboxing, karaté. Tu continuais le karaté J'ai continué le karaté, ouais, bien sûr. Ouais, parce que ça faisait partie de ma vie, pour moi c'était normal. Ouais. Je croyais que pour vivre, il fallait faire ça en fait. Donc c'était une habitude. Ouais. Mais dès que j'ai connu le karaté, le kickboxing, pardon, j'ai commencé à ralentir le karaté pour après mettre fin. Qu'est-ce qui t'a plu dans le kick? C'était l'autorisation d'aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire d'aller au KO, quoi. D'aller au KO, ce qui était interdit au karaté comité. Et qu'est-ce que ça te procurait le KO? Rien du tout. Pas de joie, rien du tout, sauf que c'était le fait de se dépasser, d'aller à 100%. Ouais. Et au comité, le karaté comité, j'avais pas cette impression qu'on pouvait aller à fond. Et moi, dans cette difficulté-là, j'ai aimé en fait. Le fait de, même en étant un peu asphyxié, peut-être manque de cardio ou quoi qu'est-ce, de se donner à fond, de taper, de tout donner. Et ça. Est-ce que tu te souviens de ton premier combat, quand même? Alors, mon premier combat, je me souviens, en kickboxing, c'était, j'avais casque, protège tibia. C'était bien parce que j'ai réussi à taper fort et à faire mal à mon adversaire. C'était une Coupe de France, c'était un tournoi. Et j'ai eu la chance de gagner mon premier combat. J'étais vraiment fier et content. Mais après, je suis passé en demi-finale. Et en demi-finale, j'ai perdu. Le même jour. Ah ouais. Et le même jour, j'ai perdu. J'ai tout appris. J'étais tellement content. D'avoir perdu? Oui. Parce que j'ai connu le fait de se faire compter. J'étais par terre, j'étais comme ça. C'est quoi ça? Donc j'ai appris énormément en un jour. Donc je suis tombé sur un mec, j'étais en moins de 80 kilos, un mec solide. Moi, je fais quoi? Boum, je le tape, je le fais sonner. Et juste après, il touche. Excès de confiance, peut-être que je suis arrivé un peu sans garde pour essayer de taper. Il m'a touché et il m'a sonné. Waouh! J'ai eu une sensation, je croyais que c'était la fin du monde. Mais donc j'ai appris à ce moment-là que c'était pas la fin du monde. Et on a continué le combat, après j'ai perdu au point. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le kick. Et on a quand même pensé à l'arrêt. Hein. Tu sais, parce que quand tu perds et quand tu te fais sonner, tu es assis sur le banc comme ça, tu baisses la tête, tu dis « Oui, c'est ça la boxe ouais, on peut continuer comme ça. » Mais non, mais après, j'ai voulu retourner à l'entraînement pour m'améliorer, pour revenir et pour essayer de gagner. Voilà le cycle d'un boxeur. Tu perds, et ben tu vas à l'entraînement et voilà. Tu fais tout ce qui est possible pour t'améliorer, pour progresser, pour essayer de revenir plus fort. Est-ce qu'à cette période, tu arrivais à vivre du sport ou tu travaillais à côté? Non, à ce moment-là, j'étais intermittent de spectacle. Donc j'étais danseur, je faisais mes cachets. Voilà. Par contre, ça me laissait beaucoup de temps pour m'entraîner. Et non, je ne vivais pas des sports de combat à ce moment-là. Tu vivais du break? Je vivais du break. Et tu as toujours vécu du break avant ça? Ou tu as travaillé, tu as fait des petits boulots quand même? Si, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche. Je me rappelle, j'ai travaillé à Disney. Ah ouais? Je travaillais à Disney, je faisais derrière les caractères, là, moi je faisais Tigrou.
Ok, ouais. Les mascottes, ouais. Ouais, les mascottes, et j'allais voir les enfants. Les enfants, ils étaient heureux, comment ça fait plaisir. Ouais. Ils pleuraient, tout ça. Et moi je m'y croyais, je croyais vraiment que j'étais Tigrou. Ouais. J'étais comme ça, là, là, là. Et quand je rentrais à la maison, je m'y croyais. Je faisais ça, tout ça. Après, on me dit, casse-toi, mais j'ai des fonds kicks. Non, j'ai kiffé ce moment-là. Et sincèrement, je peux dire la vérité encore une fois ou pas? Ok. Ah, faut dire la vérité. Ah, ben quand non, même. mais des fois, voilà, des fois on camoufle. Mais là, en fait, j'étais avec mon frère, on avait fait 2 mois, et après, ils nous ont virés comme des sacs à patates, Ouais. pour rien. En fait, ils étaient dans une stratégie, ils nous ont virés, ils nous ont inventé des excuses. Non, parce qu'en fait, des fois, tu faisais comme ça, alors qu'il ne fallait pas faire comme ça. Ils ont inventé des billets d'excuses. Et franchement, Ah ouais. ça, c'était une déception, mais un truc de fou. On a fait des réclamations, tout ça, mais non, ils nous ont dit gentiment, non, écoutez, on vous vire gentiment, allez. Ah ouais, Et on était vénère, mais vénère. Mais c'est un signe parce que si nous n'avaient pas viré à ce moment-là, bah, ça se trouve, t'aurais bossé toute ta vie à Disney. j'aurais été Mickey. Bonjour. Franchement. Non, mais hey, tu rigoles, moi j'ai des potes à moi qui ont travaillé à ce moment-là. Ah, ils ont pas bougé de Ils là-bas. sont encore là-bas. Là. Ah ouais, laisse tomber. Ils sont sur le château. Là. Ils croient que le château, c'est à eux. Ah ouais, c'est chaud. Le château Disney. Donc tant mieux. Je les remercie. Merci beaucoup de nous avoir virés. C'est Merci. J'aimerais revenir sur tes 13 titres ISCA, pardon. Ouais. Comment est-ce que tu les as remportés? Dans quelles conditions est-ce que tu les as remportés? Et à cette période, comment est-ce que tu étais mentalement? Alors moi déjà j'avais affronté mon premier combat pour l'ISK. C'était un Portugais suisse qui avait des cuisses comme ça, larges comme ça. Une cuisse était comme ça. Franchement impressionnant. On a fait une guerre pas possible. Mais moi je vais pas dire que je vais faire la misère, mais je vais rentrer dedans. On a fait les 5 rounds. Et c'était ma première, c'était en 2012 à Châteauroux. Et franchement, c'était un moment important parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je suis champion du monde, c'est incroyable. J'ai réussi mon coup. Et ensuite, après ça, bah, il fallait défendre. Et j'ai aussi eu la chance de combattre dans une autre catégorie. Et j'ai combattu en 75 kg et en 70 kg pendant quelques années. Et j'ai défendu et j'ai combattu n'importe qui. Il y a eu beaucoup de propositions des combattants, des champions de leur pays qui faisaient la demande. Et j'ai toujours, tout le monde, hein, j'ai accepté tout le monde. Il y avait des mecs moins forts, il y avait des mecs super forts. Je me rappelle, il y avait Mustapha Aida, un Italien, un Marocain-Italien, que j'ai affronté à Au Havre. Et juste après mon combat, il a été battre Andy Sauer en Hollande. Donc ça montre le niveau qu'il a. Et ensuite, il a fait un tournoi de Venom. C'est un tournoi à 8 mondial. Non, pardon, les 16 meilleurs. Ouais. Et il a gagné ce tournoi-là. C'était réparti sur quelques mois. Et juste après ça, je le prends pour une revanche en Italie pour la première ceinture Bellator et ma défense du titre ISK. Donc il y avait 2 ceintures. Okay. Donc l'enjeu était important. Je me suis entraîné comme un chien et je vais marcher dessus. Du premier round jusqu'au 5e round. Je mis tellement de middle qu'il devait combattre, je me rappelle, en Chine, juste après mon combat, et qu'il a annulé. Parce que tout le côté, c'était son côté gauche. J'ai écrasé son côté gauche et j'ai gagné donc les 2 ceintures et la première ceinture Bellator. Et pour dire que toutes mes défenses et tous mes combats, j'ai jamais été en mode flemme ou en mode... j'y allais comme si ma vie en dépendait. Et du coup, bah, comme si c'était ton dernier combat à chaque fois. Exactement. Et je n'allais pas pour combattre en marquant mes points. Hein. Vous pouvez voir les vidéos. J'allais comme si j'étais challenger. Hein. Et je faisais la guerre à chaque fois. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de la boxe. Hein. Je me suis dit que c'est comme ça qu'il faut faire pour s'entraîner, pour gagner un combat. Donc j'ai gardé cette méthode. J'aimerais parler maintenant de ton parcours au Glory. Donc tu es entré au Glory, je crois que c'était pour le tournoi des moins de 77 kilos avec Yohan Kongolo, Murtel Gronart, si je ne me trompe pas. C'était pas ça ton premier combat au Glory? Le combat c'était contre Nicky Olsken. Ah oui, c'est vrai. En Turquie. Ouais, Nicky Olsken, ancien champion du Glory. Voilà, c'était mon premier gros combat. C'était contre lui. Et c'était donc en Turquie, c'est là-bas que j'ai rencontré Gökhan Saki. Il y avait des titans là-bas, c'était incroyable.
Et donc on a fait la guerre. Je suis content parce qu'à ce moment-là, limite, en fait, à ce moment-là, je savais qui c'était, mais je m'en foutais. Je me suis dit, non, c'est moi le champion. Dans ma tête, psychologiquement. Du coup, c'est pour ça que j'ai avancé sans cesse. J'avançais, je ne me posais pas de questions. Et on a fait extra round. J'ai eu la chance de faire extra round. Pourquoi? Parce que je me suis fait compter à la dernière seconde du 3e round sur des crochets. Je me suis relevé, on a continué. Le gong a sonné, extra round, alors que j'aurais pu gagner le combat. On a fait extra round et j'ai eu la chance aussi qu'il me mette un genou. Il m'a mis un coup de genou au fond. Le sang, il a coulé comme un robinet. Ça, je me suis reposé sur les cordes comme ça. J'ai fait, ah, enfin, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'était tellement fatigant physiquement. Parce que j'ai tout donné, hein. J'avais tout donné. Et voilà, quelqu'un de respectueux, hein, ce mec-là. Mickey Holzken, ouais. Et du coup, je me suis reposé. Hop là, on m'a recousu. Je suis rentré chez moi. J'ai pas été vigilant au niveau de la garde. Et on retient les leçons, c'est comme à l'école. Hein. On fait des fautes. Et on essaie de s'améliorer pour la prochaine fois se rendre meilleur. Du rythme, du punch, de l'engagement et quelques points de suture. Malgré la défaite, Karim Gadji réussit son entrée dans le Glory. Et je suis passé à autre chose. Après, bah, du coup, tu es revenu, tu as battu Yohan Kongolo. Ouais, on a fait un bon combat, on a fait une belle guerre parce qu'on devait s'affronter quelques mois auparavant. Ça ne s'est pas fait. Il y a des mecs de leur coin qui disaient que j'avais peur. Ah ouais? Ouais, ils ont le droit, tu sais, il y a des personnes qui connaissent rien à la boxe, ils vont dire n'importe quoi. Mais ils ont le droit ils avaient le droit de penser ça, mais ce n'était pas le cas. Du coup, on s'est affrontés et on a fait la guerre et j'ai gagné naturellement et techniquement. Et il était un peu énervé à la fin du résultat. Et tu sais ce que je lui ai dit, il y a les vidéos sur Internet. Moi, je respecte tous mes adversaires. Hein. Je suis parti le voir. Et je l'ai pris dans les bras, je l'ai félicité. Je lui ai dit, écoute, tu auras ta chance. Tu es jeune encore. Tu es très fort. Continue, tu verras, tu auras ta chance et tu vas faire ce que tu as à faire et tu deviendras champion du Glory. Ne lâche pas. Et voilà, après, il y a eu 2 ou 3 chances de titre. Hein, juste après. À Doumbé, notamment. Ouais. Donc voilà. Et après, j'ai continué. T'as affronté Gronart après, Murtel. Gronart, ouais. On a fait la guerre. La guerre. Lui, c'est un mec farfelu qui combat n'importe comment, mais efficace, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, il m'a fait compter au premier round en faisant n'importe quoi. Taper derrière la tête, derrière la colonne, tout ça. C'est pas grave, c'est normal. Faut accepter. Je me fais compter, je reste au sol. Je récupère, c'est ce que je recommande et ce que je dis à chaque fois aux combattants quand on se fait compter. Il ne faut pas se lever directement comme si rien n'était. Non, non. On reste par terre, on attend, on se lève à 7 ou 8. Tu vois, quand on se fait compter. 1, 2, 3. À partir de 7, on commence à se réveiller gentiment. On a fait la guerre après jusqu'au 3e round et limite, je lui marchais dessus après. Il était que physiquement. J'ai réussi à vraiment remonter la pente parce que quand je combat jusqu'à. Voilà, je ne vais pas dire le mot. Donc ça veut dire que même en étant réduit physiquement, j'ai continué comme si rien n'était. Et ça a marché parce que j'aurais pu même mériter un extra round, sincèrement. Quand vous pourrez regarder le combat, hein. J'étais vraiment, voilà, alors que le mec est plus jeune que moi, plus vif. Mais voilà, je vais montrer que quand il y a un certain mental, on peut déjouer des plans. In Monza, Italy, maybe behind that. You look at this stuff now. A swinging full punch is unbelievable. Well, I guess it is believable because it's happening. He's sitting here ringside, but Steven, this fight is amazing. So much heart, so much courage. And I'm very honored and proud to have been part of MMA and now boxing. But man, Glory Kickboxing, look at this stuff. Avant de parler de ta carrière en MMA, il y a bien évidemment un gros passage au Glory qui est historiquement très important. C'est ta chance pour le titre face à Cédric Doumbé. Ah ouais, wow, tu m'as fait peur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me dire Non, ta chance pour le titre face à Cédric Doumbé. Ouais. Donc il y a une très grosse rivalité face à lui. Il voulait t'affronter 5 ans auparavant. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, beaucoup de gens la connaissent. Tu as refusé. Et après, plus tard, tu as accepté parce qu'il était plus méritant. Il y a 5 ans avant, il était beaucoup plus jeune. Il ne méritait pas sa chance, comme tu l'as dit. Il trash-talkait beaucoup. Mais justement, d'où est partie cette rivalité, en fait? Et qu'est-ce qu'il disait, en fait, de toi? Très concrètement, quand lui commençait, moi, j'étais déjà en place. Ouais. Et il m'envoyait des félicitations. Il était, entre guillemets, fan de moi.
Et, respectueusement, bien sûr, quand je dis fan, comme moi, quand je regardais le banner, tout ça, ouais, admiratif. Il envoyait des messages, je me rappelle, sur Twitter, tout ça. Félicitations pour ça. Très respectueusement, franchement, rien à dire. Et là, de là, en fait, comme il savait, comme tout le monde savait que j'étais en haut de l'affiche, donc pour pouvoir exister, il fallait m'affronter. Moi, à ce moment-là, je recevais beaucoup de messages, des mecs qui voulaient m'affronter. Je disais, ouais, pas de souci. Tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de lézard. On fait les choses, voilà, tranquillement. C'est toujours bien passé. Mais lui, sa démarche, elle n'était pas comme les autres. C'était de limite insultant, tu vois, irrespectueuse. Donc c'est pour ça que moi, dans le temps, ça ne me plaisait pas. Qu'est-ce qu'il disait, tu te souviens? Bah, tout. Imaginer tout d'irrespectueux, c'était ça. Je ne vais pas dire les termes, tout ça. De toute façon, c'était il y a longtemps. Donc c'est grâce à ça que les gens ont parlé. On parlait pourquoi c'est qui Cédric, Karim, pourquoi la rivalité, tout ça. Après, bah, on passe des années plus tard et il y a cette opportunité-là. Il y a Roby qui me contacte. Il me dit, écoute, il y a ça, il y a ce combat à faire. Est-ce que tu es chaud? Parce que Meurtel et les autres ont refusé. J'ai dit, j'y vais. Meurtel s'était blessé, c'est ça? Ouais, c'était blessé. Blessé. Donc, moi, j'ai dit, vas-y, on ne sait jamais. Et malheureusement, j'avais 10 jours dans les pattes. Ouais. Et juste avant, 39 ans en plus à ce moment-là. Ouais. Même pas, j'étais frais. Hein. Ouais. Même à cet âge, j'étais frais. Tu sais pourquoi? J'avais arrêté 1 mois complet parce que j'étais en mode MMA à ce moment-là. Et du coup, je m'étais pris. Bien sûr, j'étais déjà dedans. Je m'étais pris une clé de genou. Mon genou, il a sauté. Donc 1 mois, j'ai rien fait. Je reprends quelques jours et le Glory appelle. Donc je réfléchis. Je vois qu'il y a le Covid. Sincèrement, à ce moment-là, limite, je voyais la fin du monde. Ah, c'était à huis clos en plus. C'était à huis clos, interdiction pour le public. J'ai dit, vas-y, j'y vais, c'est une opportunité. On ne sait jamais, ça se trouve, il y aura plus d'opportunités comme ça. J'y vais, on combat, il fait ce combat, on fait le premier round. Il est frustré, il était assez frustré après parce qu'en fait, il a fait son mariole sur les réseaux en disant, ouais, je vais mettre KO au premier round. Du coup, il n'a pas réussi à faire. Ça s'est fait au 3e round. Bah, je me suis fait arrêter par l'arbitre. C'était un combat physiquement dur pour moi. C'était physiquement dur parce que je ne tenais pas sur mes pieds. Si on me reproposerait ça plus tard... En MMA peut-être? Non, mais en MMA, déjà, je l'ai toujours dit depuis des années. Mais maintenant, eux, ils sont en mode stratégique et c'est bien. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait en MMA, bah, dans le schéma, c'est très bien. C'est commencer tout petit à petit pour finir fort, ouais, tu vois. Moi, j'ai pas eu cette chance-là de pouvoir commencer facilement. Ouais, t'as affronté direct. Ouais, moi, voilà, après, on m'a proposé. C'est très difficile pour moi de dire non, tu vois. Donc, j'ai fait les choses. En tout cas, maintenant, en 2024, il me reste quelques combats. S'il y a une opportunité, ben, évidemment que déjà, j'ai dit oui alors que j'étais pas prêt physiquement. Je suis parti en mode guerrier. Là, maintenant, c'est un autre domaine. Je suis désolé, si jamais il y a une opportunité, bien sûr que je vais dire oui. Est-ce que tu as eu des échos de l'histoire qu'il avait dit, comme quoi il était allé à un gala à Meaux, il y avait des gens de ta ville qui étaient allés, etc. Est-ce que tu peux... L'histoire, c'est quoi? Il y avait un boxeur qui s'appelle Karim Gadji. Le numéro 1 français à une époque. Moi, je disais que j'étais le meilleur. Forcément, c'était le meilleur. Bah, il faut que tu combattes Gadji. Et du coup, moi, j'étais dans mon trash talk. Ouais, Gadji, je le bats et tout. Je le mets KO. Ils ont super mal pris le truc. Et du coup, ils voulaient pas me combattre. Un jour, je vais faire une séance de sparring, donc d'entraînement dans un club à Meaux, dans le 7-7. Il y en avait une affiche de lui. Et moi, après mon sparring, je prends un selfie comme ça, je fais ça. Et là, je poste, je mets, il y a que les montagnes qui se croisent pas. Ça, c'était le truc qu'il fallait pas faire. Et il y a un mec qui organise un gala à Meaux. Il me dit, tiens, je t'invite et tout, viens et tout, etc. Je regarde les combats. Et là, il y a un premier mec qui passe, grand, balèze, Renoir. Il me regarde, il bug. Ah, t'es là, toi? Moi, je me dis, ouais, c'est un fan, toi. Je dis, ouais, je suis là. Bien, t'es là? Ok, il passe. Tu vois le bruit de... Je fais ce bruit, je dis, bon, tranquille, tu vois. Je dis, bon, je vais rester là. Et tu vois, quand t'es assis, tu fais genre, t'es concentré, mais tu vois... Il y a un deuxième qui passe. Ah, tu es là? Pac. Ah ouais, t'es venu? Je dis, ouais.
Ah ouais? Ah ouais, Il toi part. aussi, t'es là. Wesh. Je vais saluer justement un mec que je connaissais, un Belge. Je dis, ah, ça va bien, beau combat, ouais, ils t'ont volé, ouais, etc. Là, je fais demi-tour. Et je vois, ils sont tous posés comme vous. J'arrive, normal, quand tu vois des mecs de cité posés. Salam. Salam. Là, il y a un mec qui était comme ça. Je te serre pas la main, moi. Il y avait un grand Renoir que je connaissais déjà. Je lui serre la main, du coup, il me serre la main quand même. Et là, je pars, je commence à partir. Et là, ce Renoir, il m'appelle. Jack Paul. Oh, Cédric! Oh, il s'est passé quoi, Karim? Oh, purée. Tu sais très bien ce qui s'est passé, frère. Pourquoi tu vois que je parle de ça devant tout le monde? Non, il y a rien. T'as vu, c'est pour le spectacle, le show, le trash talk et tout. Eh, frère, c'est pas bon, frère. T'as manqué de respect. Je lui dis, non, il y a rien. Il y a pas de trash talk ici, on est en France, truc. Et là, frère, elle a déclenché tout le monde. Ouais, non, Bah bon, ouais. t'as déjà dit. Là, il y a un mec qui vient, un grand rebeu, un daron un peu. Ouais, toi, t'es wallah, truc. Il y a pas de ça, t'as manqué de respect, ça trappe. Voilà, des petits derrière de 14 ans, ils commencent. Oh non. Oh, là, je me suis dit, ça y est. Et là, il y a un daron qui me met bien. Il s'appelle Tonton Pierre. Tonton Pierre, si tu me regardes. T'as sauvé Un la vie, Congolais. Eh, Il vient, laissez-le. Viens ici. Il y en a un. C'est un rebeu, c'est sûr. C'est un rebeu. C'est sûr. Et j'avais combattu contre son frère. Et j'avais mis KO son frère. Et il y a le rebeu en question, il me prend, il me dit, viens, frère. Il y a personne qui va toucher, t'inquiète même pas, ils sont jaloux. Moi, je kiffe ce que tu fais, t'as vu, moi, je suis le frère de truc. Il dit, moi, je kiffe tout ce que tu fais et tout, t'inquiète même pas, ils sont jaloux. Toi, Ah, il a été bon. Ah, il a été bon. eh oui. Assuré, c'est bon. Parce que Il y a un mec dans mon camp. Nous raconter ton point de vue à toi. Moi, je vais te raconter la vérité. C'est que bien sûr que je suis au courant parce que j'étais présent. Et ce qu'il oublie de dire, c'est que moi, à ce moment-là, j'ai dit à mon entourage de ne pas le toucher. Et il y a mon entourage et il y a mon entourage. Et c'est la deuxième vague, je leur dis de ne pas toucher, sincèrement. Et si j'avais été méchant, j'aurais dit pas de souci, faites ce que vous avez à faire. Et là, on n'aura pas entendu d'interview, rien du tout. Sincèrement, je vous le dis clairement, ça leur est stoppé. Mais comme je répète, c'est un sport. Même si ouais, il a fait ses trucs, c'est malheureux, mais voilà, on reste des hommes. Et il a fait des erreurs auparavant, mais ça reste du sport. Du coup, moi, sincèrement, j'ai dit à toutes les personnes de mon entourage de ne pas le toucher, limite de le défendre. Et après, moi, il y a des gens qui peut-être qui disent « Ouais, mais c'est toi qui penses ça, tout ça ». Mais pourquoi les gens de mon entourage, ils pensent pareil que moi, en fait? C'est humain, en fait. Si tu es un être humain, tu écoutes un peu les dires de cette personne auparavant, et ben, c'était irrespectueux. Et je ne suis pas le seul à penser, je ne suis pas fou. Hein. Maintenant, c'est le passé, c'est bon, on est passé à autre chose. Ouais. En tout cas, s'il veut venir en MMA, avec plaisir. Maintenant, on va parler du présent, justement, donc du MMA. J'ai vu que tu t'étais notamment préparé au Tristar à l'époque. Tu avais fait ta transition là-bas. Comment ça s'est passé là-bas et pourquoi est-ce que tu es allé là-bas? Alors, je suis parti dans le temps, c'était une organisation, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, qui avait organisé des stages un peu partout au Maroc et ensuite au Canada. Et ils ont choisi la Tristar pour pouvoir emmener des combattants, pour pouvoir s'entraîner, partager, apprendre, que ce soit en Muay Thai, lutte, MMA. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans le lot. Du coup, je me suis préparé là-bas. J'ai fait des sparring avec un mec de l'UFC là-bas. Rory McDonald? Non, ouais, j'avais oublié ça. On a fait, en fait, je l'ai aidé pour sa préparation contre... Robbie Lawler? Non. Il en a affronté des gens. Le combat, ils sont affrontés pour la ceinture au Bellator. Ah, au Bellator? Comment il s'appelle? Putain. Ouais, le mec est un peu Muay Thai. Mais non, c'est pas Manœuf. Non. Bellator, la ceinture. Ouais, la ceinture de Bellator. Franchement, je sais plus, ça fait longtemps. Bah, tu regarderas. En fait, c'est un mec qui a l'habitude de mettre des low kicks. Des low kicks au niveau du tibia. Et moi, je devais jouer son rôle. Du coup, bah, limite, j'ai pété ma jambe sur lui. J'ai pété ma jambe sur lui. On a fait beaucoup de rounds. C'était, je sais pas, le jeudi. Et le vendredi, on a fait 5x3. Et pur MMA. Et mon rôle, c'était de le gêner, de lui faire la misère en jambes. Et j'ai eu la chance de pouvoir tourner avec lui. Franchement, c'est extraordinaire. Le timing qu'il a pour faire les double legs, c'est incroyable. J'ai beaucoup appris avec lui. Et j'ai tourné aussi avec un mec qui est je crois que c'est Ayman. Le frère du coach
de la Tristar. De Fares, le frère de... Ouais, Fares. ouais, son frère. Ok, je vois pas Son petit frère. Et ben lui, l'actuel combattant, on a fait pareil. Je me rappelle, j'ai pris l'avion, j'ai atterri, j'ai pris mes affaires, on a fait sparring. J'étais en décalage et on a fait la guerre. Franchement, on a fait 3 rounds de 5 minutes en pied-point. C'était extraordinaire. Franchement, la difficulté, le mec il est plus léger que moi, comment il était vif, c'était bien. En tout cas, le passage à Tristar, j'ai beaucoup appris. Il y a Georges Saint-Pierre, justement, qui est dans cette catégorie aussi des 77. Enfin, plus tard, il est passé en 77. Est-ce que tu as pu tourner avec lui? Non, malheureusement, en fait, j'ai pas eu de chance parce que moi, j'ai eu des complications à Meaux. Je ne suis pas parti le même jour que les autres. Du coup, quand moi, je suis arrivé, lui, il a pris l'avion, il est parti. Ah, dommage. On s'est croisés. Et lui, il m'attendait. Ah ouais? Il m'attendait, bien sûr. Et il était là, il m'attendait. Et malheureusement, on ne s'est pas croisés. Tu as tourné avec Aubin Mercier aussi, j'ai vu. Enfin, en tout cas, il y a une photo. Oui, oui. Aubin Mercier. Très bonne personne, lui. Et après, j'ai fait un podcast chez lui. Ah ouais? On est parti chez lui, on a fait un podcast. Incroyable, au Canada. Ouais. Ok. J'ai pas envie de trop te tarder dans cette interview parce que tu as des choses à faire, justement, Karim. J'aimerais savoir quel est ton meilleur souvenir dans les sports de combat? Ton plus beau souvenir, que ce soit MMA, kickboxing, tout Le plus beau souvenir, c'est quand j'ai remporté la première ceinture Bellator. Ah ouais? C'était symbolique, ça. Ouais, symbolique. Et après, pareil, dans cette ceinture-là, je l'avais perdu face à un Hongrois, en Hongrie, bizarrement. Et j'ai eu la chance de repartir. J'ai combattu face à lui et je me suis arraché le ligament antérieur. Ah ouais. À quelques secondes du combat, je me suis préparé comme un laisse-tomber et j'arrive, mon ligament il saute. Tu t'entraînais trop peut-être? Ben non, c'était qu'en fait, le problème c'est qu'ils ont laissé traîner du plastique au bord du ring et j'ai glissé. Et mon genou il a sauté. Et malgré ça, j'ai gagné le combat, j'ai fait la guerre. Et juste après, pendant 1 mois et demi, j'avais une attelle de la hanche jusqu'au pied. Et pour dire que ça, je m'en souviendrai, comme quoi, s'il y a la moindre blessure ou un problème, si jamais tu es déterminé, tu peux traverser les montagnes. Il y a Jordan Zebo qui combat bientôt à l'ARES 22, que tu as affronté. Qu'est-ce que tu as pensé de lui? Moi, j'en pense toujours la même chose. C'est une très bonne personne, très forte au sol, en plus qui est jeune, hein, qui va continuer à évoluer. En tout cas, moi, je lui souhaite vraiment d'aller le plus loin possible parce qu'il mérite. Il mérite, c'est un mec qui travaille, qui ne parle pas beaucoup. Il est humble aussi. Voilà, qui est très très humble. Et c'est sa force, hein. Il faut qu'il reste comme ça, qu'il ne fait pas le malin comme les autres fous, là, et qu'il reste comme ça et ça finira par payer cette histoire. Maintenant, j'aimerais parler de ton combat face à Bignet, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu sais de lui et pourquoi accepter ce combat tout simplement? Alors déjà, moi j'accepte tout. Ouais. Alors, moi j'ai eu la chance qu'on m'a appelé pour ce combat-là, c'est Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier qui m'a contacté, il m'a dit écoute Karim, j'ai un truc pour toi, J'ai dit vas-y, je suis chaud. Il a choisi le combattant, j'ai dit vas-y, c'est parti. Et en plus en common event, dans une belle organisation l'année dernière, ça s'est super bien passé. Ouais, au Kingdom. Là, il y a le deuxième, ils ont mis encore plus de moyens, ça cesse d'évoluer. Ça va être une très belle soirée et moi, j'ai vraiment hâte de faire un très beau combat. Je sais que c'est un combattant qui a commencé par le MMA, qui est normalement plus expérimenté que moi, qui fait du pur MMA, qui ne fait pas comme moi, jongler entre pieds-poings, etc. Donc moi, je m'attends à un combat dur. Je m'attends à tout, hein, que ce soit en bas ou en haut. Et on va faire la guerre. Quelle est la pire blessure que tu as infligée dans les sports de combat? Que moi j'ai infligé? C'est cassage de bras. J'ai déjà cassé 2 ou 3 fois. Mais volontairement? Non, bah non. Ah non, c'est pas en clé. Hein. Oui, c'est un coup de kick. Pied, c'est en kick, c'est avec mes middle. Bah, comme Jérôme Le Banner un peu. La même chose. J'ai souvent fait mal en low kick au niveau de la cuisse. Mais les trucs que j'ai infligés malgré, et sincèrement, je suis désolé pour les personnes parce que je sais que c'est compliqué. Moi, j'ai eu des échanges après avec les personnes qui ont eu ces blessures-là. Et j'ai envoyé des messages de soutien, etc. Et c'est ça, le pire que j'ai fait, c'est casser les avant-bras. Et celle que tu as reçue? La pire que tu as reçue? Attends, tac.
Bah écoute, pire que j'ai La pire reçu. celle qui t'a marqué vraiment. Ah, marqué, c'est cassage de poignet en fait. Ah ouais. Mais c'est toi qui l'as... Ouais, ça, si je tapais dans un crâne. Ici? Ouais. Ah ouais. C'était un Tchétchène qui lâchait rien, tout. Limite, je crois En qu'il a MMA? C'était en karaté pro fight. D'accord. Donc c'est comme du MMA, on avait le droit de taper. C'était à Nice. Et j'ai tapé dans son crâne et j'ai cassé mon poignet. J'ai eu mal pendant 4 ans à peu près. Mais je continuais à boxer à ce moment-là. Avec les bandages pro. J'évitais un peu de taper avec celle-là. Je tapais beaucoup avec mon poing avant. Et surtout, j'envoyais que des jambes. Et c'est pour ça qu'il y a des périodes où j'envoyais beaucoup le low kick. Parce que j'avais un poignet qui était pas opérationnel. Avant-dernière question, Karim, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu as des regrets dans ta vie? Ouais, le seul regret déjà, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Parce que là, déjà, ce que j'ai fait, c'est extraordinaire. Et imaginez si j'avais commencé 10 ans avant ou 15 ans avant. J'aurais conquis la planète Saturne et Mars en même temps. Et ouais, c'est le seul regret, sinon, non, je suis satisfait de beaucoup de choses et puis voilà. Et un dernier message à ceux qui regardent cette vidéo, à tes proches, tes fans. Est-ce que tu pourrais leur adresser un message? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de dire... Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire. Mais là, je vais... Qu'est-ce que je peux dire? Soyez le plus respectueux possible envers les gens. Restez simple et restez vous-même surtout. Et un truc que je viens de penser, n'écoutez jamais les personnes qui vont essayer de vous dissuader de faire des choses. Des personnes négatives. Ces personnes-là, il faut gentiment les mettre de côté. Et quand vous avez quelque chose de prévu, un projet, faites-le à 100% malgré les obstacles. Et il y aura toujours des obstacles dans cette vie. Donc voilà, force à vous. Merci à toi, Karim, pour cette Merci interview. beaucoup, Shams, avec plaisir. Merci à vous, merci au parcours. Ça se dit le haut parcours? Oui, je peux le dire. Merci au parcours. Ce que vous faites, c'est très bien pour la communication, pour les sports de combat. On a besoin de personnes comme vous. Donc, s'il vous plaît, restez le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Karim.